Bonjour et bienvenue au quatrième événement de la série webinaire Séricole organisée par le MAPAC. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Jenny Leblanc. Je suis agronome et conseillère en production maraîchère et viticole au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour les régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, je vais agir à titre d'animatrice du webinaire. Notre conférencier invité, Adam Barada, est professionnel de recherche au Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux, au laboratoire de la professeure Martine Doré à l'Université Laval. La présentation est d'une durée de 45 minutes. Elle sera suivie d'une période de questions. L'objectif des webinaires Séricole est de diffuser efficacement de l'information. Vous le savez, nous sommes dans une ère où énormément d'informations est générée. Ces webinaires permettent de diffuser sans frais pour les participants les connaissances et avancées scientifiques, en plus d'assurer une pérennité au contenu en déposant sur la page YouTube du MAPAC. Avant de débuter le webinaire, voici quelques consignes d'usage. Nous informons que l'événement, incluant la période de questions, est enregistré. En participant au webinaire, vous acceptez qu'il soit enregistré et que vos réactions le soient également. D'ici peu, l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC et vous pourrez donc le réécouter autant de fois que vous le désirez. Vos caméras et vos micros sont désactivés pour assurer le bon fonctionnement du webinaire. En revanche, le clavardage est activé et disponible. Les questions posées dans le clavardage seront répondues à la fin du webinaire. Après le webinaire, obtenez des réponses exclusives grâce à la période de questions. Pour être en mesure de poser votre question, vous devez laver la main et je pourrai alors autoriser votre micro en suivant l'ordre de lever des mains. Vous pourrez également écrire vos questions via le clavardage. Dans ce cas, je serai votre porte-parole avec l'aide de mon collègue Guillaume Deschaines, votre porte-parole, excusez-moi, pour poser vos questions au conférencier à la fin de sa présentation. Enfin, un lien vers un questionnaire de satisfaction vous sera partagé via le clavardage pour être capable d'améliorer la formule et de choisir adéquatement les prochains sujets. Nous vous invitons à le remplir. Vous aurez jusqu'au 22 mai, 16 heures, pour y répondre. J'invite maintenant notre conférencier, Adam Barada, à se joindre à moi pendant que je le présente. Bonjour Adam. Adam Barada, est titulaire d'un doctorat en biologie végétale et travaille actuellement comme professionnel de recherche au Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux de l'Université Laval. Depuis 2020, il se concentre sur l'incidence des pratiques de l'agriculture biologique sur la physiologie des plantes et leur réponse au stress. Lors de ce webinaire, M. Barada présentera des essais mettant en lumière les effets bénéfiques de certains engrais organiques et il partagera son expertise et dévoilera des résultats inédits. Adam, je te souhaite une excellente présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous présenter mes travaux de recherche qui s'inscrivent dans la chaire de recherche en horticulture biologique sous serre et en environnement contrôlé ou chaire bio. Dans ma présentation, certaines approches que je vais vous présenter relèvent plus de la biologie fondamentale. Ces méthodes ont permis d'identifier des traitements intéressants et d'apporter des informations sur leur mode d'action. J'espère ainsi vous montrer que l'approfondissement des connaissances sur les mécanismes d'action permet de mieux cibler l'utilisation de ces traitements. Ma présentation d'aujourd'hui sera sur la fertilisation organique et ses effets potentiels sur la résilience des cultures au stress. En introduction, je vais définir quelques notions clés essentielles à la compréhension de ma présentation. Je vais ensuite aborder la première partie dans laquelle je vais exposer une méthode de criblage que nous avons mise au point pour détecter l'activation de réponses au stress chez Arabidopsis thaliana. Quand je dis criblage, je parle d'une méthode rapide et facile à mettre en œuvre qui permet de tester un grand nombre de traitements en peu de temps et de cibler les traitements les plus prometteurs pour l'effet souhaité. Ce criblage a permis de découvrir un traitement capable de stimuler directement les mécanismes de défense,
Nous avons ensuite validé l'efficacité de ce traitement chez la tomate pour la répression de maladies. Dans ma deuxième partie, je vais vous présenter des travaux très récents dans lesquels nous avons montré le potentiel d'engrais organiques comme stimulateur indirect des défenses chez la tomate via le microbiote de la rhizosphère. D'abord, en 2017, le maraîchage sous serre occupait 1637 hectares au Canada et générait environ 1,83 milliard de dollars. Environ 5% de ces surfaces étaient sous régime biologique. Le Québec était champion canadien du bio avec 38% de sa surface. Des statistiques plus récentes sur la production de légumes biologiques sous serre à l'échelle du Canada sont difficiles à trouver. Il serait néanmoins intéressant de dresser un portrait actuel du secteur pour faire état de son évolution. La fertilisation azotée est un enjeu majeur en horticulture sous serre à cause de la gestion intensive et des fortes exigences en nutriments de la production de légumes. Pour vous donner un ordre de grandeur, la tomate nécessite environ 7 fois plus d'engrais en serre qu'au champ à cause de la régie intensive qui tend à maximiser les rendements par hectare. En agriculture biologique, l'azote est appliqué sous forme organique. La matière organique fertilisante doit donc être décomposée et l'azote organique doit être minéralisé, c'est-à-dire transformé en nitrate et en ammonium pour être absorbé par les plantes. Le microbiote du substrat de culture joue donc un rôle particulièrement important dans la disponibilité des nutriments dans un contexte de fertilisation organique. Étant donné que les nutriments sont progressivement libérés par les engrais organiques dans le substrat de culture, la synchronisation de la disponibilité des nutriments avec les besoins en éléments nutritifs des plants devient un enjeu majeur. Vous êtes sûrement déjà familier avec la notion d'engrais organique, mais j'aimerais faire un bref rappel des différentes catégories d'engrais que l'on peut rencontrer. Les engrais ou fertilisants organiques incluent des matières organiques d'origine animale issues de l'industrie de l'élevage ou de l'abattage, ou encore des engrais organiques d'origine végétale. La fonction principale d'un engrais organique est d'apporter des nutriments pour la plante. Le compost peut également être considéré comme un engrais organique. Il est composé de fumier ou de végétaux ayant subi un compostage, qui est un procédé contrôlé de décomposition. De ce fait, le compost se décompose très lentement et les nutriments qu'il contient, dont l'azote, sont difficilement disponibles. Néanmoins, le compost apporte des micro-organismes et de la matière organique qui vont fortement favoriser la flore microbienne. Pour simplifier ma présentation, lorsque je parlerai d'engrais organiques, je n'inclurai pas les composts dans cette catégorie, mais je les considérerai comme des composants du substrat. Cela concorde avec les normes bio imposant une teneur minimale en compost dans un substrat de culture. On peut distinguer trois catégories de fertilisants organiques. Parmi ces catégories, on trouve en premier lieu les fertilisants solides d'origine animale qui vont inclure le fumier de volaille granulé, la farine de plume, la farine de sang, la farine d'os ou la farine de crabe ou de crevette. Ces 5 fertilisants sont les plus utilisés au Québec en culture maraîchère. On trouve également d'autres fertilisants comme le guano, les frasses ou la farine d'insectes séchés. Parmi les fertilisants solides d'origine végétale, on trouve la farine de luzerne qui est très utilisée au Québec. On trouve également le tourteau de soya, la farine d'algue, les drèches de brasserie, le gluten de maïs, les produits de digestion anaérobie, ainsi que d'autres engrais. Enfin, on peut distinguer une dernière catégorie d'engrais organiques qu'on peut qualifier de solubles. Ceux-ci peuvent inclure des hydrolysats de protéines de soya, des algues et extraits ou émulsions de poisson et des extraits de betterave ou autres. Ces engrais présentent des avantages mais aussi des inconvénients par rapport aux engrais chimiques. Ils apportent progressivement de l'azote au cours du temps et sont une source diversifiée de nutriments. Ils apportent également du carbone et stimulent la vie microbienne du substrat de culture.
Il s'agit aussi de produits biosourcés renouvelables. Cependant, leurs taux de minéralisation sont variables et sont donc difficiles à synchroniser avec les besoins de la plante. Cela peut mener à des risques de surfertilisation, de salinisation ou même des déséquilibres nutritionnels. À l'inverse, les engrais chimiques contiennent des fortes teneurs en azote disponibles directement. Les engrais organiques ont également l'inconvénient que leur décomposition dans le substrat génère des gaz à effet de serre et qu'ils ont un fort coût pouvant varier de 6 dollars à 533 dollars le kilogramme d'azote, tandis que les engrais chimiques, eux, ont un coût plus faible. Les engrais chimiques présentent également des inconvénients comme le lessivage avec ses impacts négatifs pour l'environnement. Ils ne stimulent pas la vie microbienne et nécessitent une ressource non renouvelable pour leur production. Par exemple, le processus de Haber-Bosch qui permet de transformer l'azote atmosphérique en ammoniac consomme du gaz naturel. Cependant, un atout encore peu exploré des engrais organiques est qu'ils peuvent agir comme des biostimulants. Mais que sont les biostimulants? Les biostimulants sont des substances ou des micro-organismes pouvant améliorer les performances agronomiques en stimulant des processus associés à la croissance et ou la résilience des plantes. Une expérience préliminaire que nous avons réalisée ici à l'université a utilisé le cultivar microtome de tomates. Cette expérience a permis de mettre en évidence un potentiel effet biostimulant pour un engrais organique. L'objectif de cette expérience était de comparer les performances d'une fertilisation témoin au contrôle purement minéral avec une fertilisation mixte composée d'un mélange entre la fertilisation minérale et une fertilisation organique à base de farine de crevette. Pour ce traitement, l'azote était exclusivement apporté sous forme organique avec la farine de crevette. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en utilisant les équations de minéralisation d'azote de la farine de crevette, nous avons ajusté les apports en farine de crevette de sorte à fournir la même quantité d'azote disponible au cours du temps. Donc en orange, la courbe représente les apports d'azote de la farine de crevette et en bleu, la courbe représente les apports en azote de la fertilisation minérale. À l'issue de l'expérience, les plantes cultivées sur la fertilisation minérale et organique ont produit le même nombre de fruits. Cependant, le poids total de fruits par plant et donc le calibre des fruits était significativement supérieur pour la fertilisation contenant la farine de crevette, ce qui suggère un potentiel effet biostimulant associé à la farine de crevette et aux fertilisants organiques de façon plus générale. En plus des effets bénéfiques sur les rendements, on associe également aux biostimulants une amélioration de la résistance au stress abiotique tels que le froid, la chaleur, le stress hydrique et salin, les métaux lourds ou encore la carence en nutriments. Un effet additionnel des biostimulants est l'amélioration de la résistance au stress biotique, bien que cela ne soit pas inclus dans la définition officielle d'un biostimulant. Par exemple, le chitosane ou encore certaines bactéries et champignons bénéfiques peuvent stimuler les mécanismes de défense et donc augmenter la résistance au stress biotique, soit les maladies aux problématiques causées par les bactéries, les champignons, les virus et les insectes ravageurs. Si on essaie d'imaginer les modes d'action possibles d'un biostimulant, on peut tout d'abord imaginer deux modes d'action, dont le premier est une action directe. Celle-ci fait intervenir des composés bioactifs apportés par les fertilisants. Ces composés bioactifs vont être perçus par des récepteurs au niveau des cellules racinaires. Ils vont ensuite provoquer une cascade de signalisation aboutissant en un changement dans l'expression de gènes dans le noyau qui va engendrer des réponses cellulaires et potentiellement l'émission de signaux chimiques intercellulaires tels que les phytohormones. Ces signaux vont voyager au sein de la plante et être perçus par les récepteurs au niveau des cellules foliaires.
provoquant alors à nouveau une cascade de signalisation, un changement dans l'expression des gènes et des réponses cellulaires. L'ensemble des réponses cellulaires va alors contribuer à la modulation de processus physiologiques et des interactions plantes-stresseurs biotiques. Parmi les réponses qu'on peut associer à la stimulation des défenses figurent la fermeture des stomates et les dépôts de callose qui vont restreindre l'entrée de pathogènes ainsi que leur déplacement à l'intérieur de la plante. On trouve également la production de composés antimicrobiens et d'espèces réactives de l'oxygène qui peuvent être toxiques pour les agents pathogènes. Le second mode d'action qu'on peut envisager serait une action indirecte via les modifications du microbiote de la rhizosphère. Il peut s'agir d'un enrichissement en micro-organismes améliorant la disponibilité et l'absorption des nutriments par les racines ou encore la stimulation des voies de réponse aux pathogènes. La stimulation des défenses induit un effet priming ou conditionnement. Le graphique sur cette diapo permet de bien illustrer ce concept. Les lignes pleines représentent l'activation des défenses de la plante et les traits en pointillés représentent la vigueur des plantes. Les traits rouges correspondent à des plantes exposées à un stimulateur de défense comme une bactérie bénéfique et les traits bleus correspondent à des plants naïfs. Lorsque la plante est exposée à un stimulateur de défense, elle va faiblement activer ses mécanismes de défense, ce qui va se traduire par un léger coût métabolique et une diminution de sa vigueur. Lorsque la plante va faire face à un pathogène, elle va être conditionnée pour activer plus rapidement et plus fortement ses mécanismes de défense par rapport à une plante naïve, ce qui va lui permettre de se défendre plus efficacement et donc d'avoir une plus faible incidence de la maladie sur sa vigueur. Les mêmes raisonnements peuvent être suivis pour certaines réponses au stress abiotique. Nous émettons alors l'hypothèse selon laquelle les fertilisants organiques agiraient directement ou indirectement comme des vaccins en stimulant les mécanismes de défense des plantes et en diminuant l'incidence de maladies et de ravageurs. L'équilibre entre la croissance et les réponses au stress joue un rôle majeur dans l'effet priming. Lorsqu'une plante est exposée à des conditions favorables, elle va investir ses ressources dans la croissance. Ceci va être régulé par des hormones de croissance telles que l'auxine, l'acide gibérique ou les cytokinines. À l'inverse, lorsque la plante subit un stress biotique ou abiotique, elle va réallouer ses ressources vers des réponses au stress. Ces changements sont orchestrés par des hormones de stress comme l'acide salicylique, qui est principalement impliqué dans les défenses des plantes contre les pathogènes biotrophes, c'est-à-dire se nourrissant de tissus vivants, et hémibiotrophes, pouvant se nourrir successivement de tissus vivants et de tissus morts. D'autres phytohormones comme l'acide jasmonique et l'éthylène sont également impliqués dans les défenses des plantes contre les pathogènes nécrotrophes se nourrissant de tissus morts. Il permet également aux plantes de se défendre contre les ravageurs. Enfin, l'acide abscisique est impliqué dans la résistance des plantes au stress hydrique et salin. Il est important de bien retenir ces hormones ainsi que les types de stress auxquels elles sont associées pour la suite. Dans un premier temps, nous avons donc développé une méthode de criblage chez l'espèce modèle Arabidopsis thaliana qui permet de mettre en évidence l'accumulation d'hormones de stress en réponse à des fertilisants organiques. Cette méthode nous a permis d'identifier un traitement qui était particulièrement intéressant, que nous avons ensuite validé chez la tomate. La méthodologie de criblage que nous avons préconisée reposait sur l'utilisation de lignées génétiquement modifiées d'Arabidopsis thaliana, permettant de détecter facilement l'accumulation de certaines hormones de stress. Nous nous sommes spécifiquement intéressés à l'acide salicylique, à l'acide jasmonique et à l'acide abscisique. Les deux premières lignées utilisées produisent une enzyme appelée bêta-glucuronidase lorsqu'elles accumulent l'acide salicylique pour la lignée PR1 Gus ou l'acide jasmonique pour la lignée LOX de Gus.
Pour rappel, le sentier de l'acide salicylique est impliqué dans les défenses des plantes contre les pathogènes, alors que l'acide jasmonique est impliqué dans les défenses des plantes contre l'herbivorie. Pour détecter l'accumulation de ces hormones, nous avons prélevé des feuilles que nous avons ensuite placées dans une solution appelée XGLUC. Celle-ci réagit avec la bêta-glucuronidase et produit une coloration bleue lorsque l'hormone est présente dans la feuille. Une troisième lignée que nous utilisons exprime le gène de la luciférase en présence d'acide abscisique associé au stress hydrique et salin. La luciférase, produite par cette lignée, réagit avec la luciférine qui produit de la lumière. Nous pouvons donc détecter l'accumulation d'acide abscisique dans des feuilles prélevées via la bioluminescence. Dans notre premier criblage, nous avons testé différents engrais solides, parmi lesquels le fumier de volaille granulé, la farine de plume, la farine de luzerne, la farine de crevette, la farine de sang, les fraises et la farine d'insectes. Nous avons également testé un engrais soluble avec l'hydrolysa de protéines de soya. Pour les engrais solides, les prélèvements ont été faits 2 semaines après plantation sur les engrais, et pour les engrais solubles, les prélèvements ont été effectués 2 jours après l'application des engrais. Pour la lignée rapportrice pour l'acide salicylique, nous observons une coloration bleue, bien évidemment pour notre contrôle à l'acide salicylique, mais nous observons également une coloration pour l'hydrolysa de protéines de soya. Pour la lignée rapportrice de l'acide jasmonique, donc l'ox de Gus, nous observons une coloration bleue pour notre témoin au jasmonate de méthyle. Nous observons également une coloration pied de volaille granulée, la farine d'insectes, ainsi que l'hydrolysa de protéines de soya. Dans notre second criblage, avec la lignée RD29B luciférase, nous avons testé les mêmes engrais et nous observons l'émission de lumière avec l'hydrolysa SPH13 indiquant une accumulation d'acide abscisique. Le criblage avec les lignées rapportrices a donc permis de mettre en évidence le potentiel de l'hydrolysa SPH13 à stimuler les voies de réponse au stress biotique et abiotique. Afin de tester si l'effet activateur du sentier de l'acide salicylique des hydrolysats de protéines de soya était lié à une action directe via l'apport de composés bioactifs, nous avons stérilisé l'hydrolysa par filtration et nous l'avons appliqué sur des plants cultivés in vitro, c'est-à-dire dans un milieu stérile en laboratoire et donc dépourvu de micro-organismes. Dans cet essai, nous avons testé 2 hydrolysats, donc SPH13 et SPH18, à 2 concentrations différentes, 1 g par litre et 10 g par litre. Nous observons alors une coloration bleue uniquement avec l'hydrolysa à SPH13 et ce, aux concentrations de 1 g par litre et 10 g par litre, alors que les plantules traitées avec SPH18 ne présentaient aucune coloration, tout comme le contrôle à l'eau stérile. Cela montre que chez Arabidopsis, seul SPH13 induit l'expression de PR1 sans faire intervenir de micro-organismes. Afin de valider si l'effet stimulateur de défense des hydrolysats observé chez Arabidopsis thaliana pouvait être reproduit chez la tomate, nous avons prélevé des feuilles de tomate 2 jours après traitement aux hydrolysats par application racinaire. Nous avons alors effectué des analyses de RTQ-PCR sur ces échantillons. Il s'agit d'une méthode qui nous permet de mesurer les niveaux d'expression de gènes comme PR1 et PR8, qui sont 2 gènes de défense. Nous avons alors pu constater que chez la tomate, c'est l'hydrolysa SPH18 et non SPH13 qui induit l'expression de PR1 et de PR8 par rapport au contrôle. L'application racinaire de l'hydrolysa SPH18 chez la tomate permet donc de stimuler les mécanismes de défense tout en apportant des nutriments à la plante. Dans le but de tester si les hydrolysats de protéines de soya permettaient d'améliorer la résistance de plantes à une maladie, nous avons choisi le modèle suivant. Il s'agissait du pathosystème impliquant les cultivars M82 de la tomate et le pathogène Pseudomonas syringae PV tomato DC3000, qui est une bactérie hémibiotrope responsable de la moucheture bactérienne.
Celle-ci cause des symptômes s'apparentant à des taches brunes entourées d'un halo jaunâtre. Ces taches peuvent également se retrouver sur les fruits. On remarque également alors un jaunissement des fruits. Puis les taches brunes qu'on observe vont persister jusqu'à la maturation des fruits. À propos de la mouche bactérienne, son développement est favorisé par des températures entre 18 et 24 degrés Celsius et une forte humidité supérieure à 80%. Les gouttelettes vont également favoriser la propagation de ce pathogène. Cette maladie est surtout problématique au champ et peut causer des pertes allant de 5% à 50% des rendements. Dans le but de tester les effets des hydrolysats de protéines de soya sur la résistance de la tomate à la mouture bactérienne, nous avons traité des plants de M82 avec des hydrolysats de protéines de soya 3 jours avant l'infection avec Pseudomonas syringae. Dans cette expérience, SPH 18 a été appliqué par voie racinaire à 1 g et 10 g par litre. La dose de SPH 13 a été ajustée pour apporter la même quantité d'azote que SPH 18. Nous avons donc pu constater que SPH 18 appliqué à 10 g par litre permettait de diminuer significativement par rapport au contrôle la sévérité de la mouture bactérienne exprimée en nombre moyen de symptômes par feuille. À l'inverse, SPH 13 n'a pas eu d'impact significatif sur la résistance à Pseudomonas syringae. Une étude précédente s'est intéressée aux effets des hydrolysats de protéines de soya sur la résistance au mildiou chez la vigne. Les auteurs de cette étude ont appliqué les hydrolysats via pulvérisation foliaire. Ils ont alors observé une stimulation du métabolisme de défense des plantes, notamment avec l'expression de gènes de défense tels que le gène PRA ou l'accumulation de phytoalexines. Les auteurs ont également montré, à travers les mesures de surface foliaire sporulée, que l'application d'hydrolysats de protéines de soya augmentait la résistance à Plasmopara viticola, un champignon biotrophe. Concernant la composition des hydrolysats testés, vous pouvez voir dans ce premier tableau les teneurs en éléments minéraux des hydrolysats de protéines de soya. Nous pouvons constater dans ce tableau que, mis à part pour l'azote et le molybdène, SPH 18 est moins riche en éléments nutritifs que SPH 13. Cependant, si on s'intéresse aux teneurs en acides aminés de ces hydrolysats, SPH 18 est particulièrement enrichi en glycine par rapport à SPH 13 et à moindre mesure en tryptophane. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce n'est probablement pas l'acide aminé glycine pur qui stimule les mécanismes de défense, mais des assemblages d'acides aminés appelés peptides qui sont riches en glycine. En effet, il existe de nombreuses études dans la littérature montrant l'implication de peptides appelés phytocytokines dans la stimulation des mécanismes de défense. Afin de tester si les hydrolysats fonctionnaient également contre d'autres maladies, nous avons testé l'effet des hydrolysats sur la sévérité de la moisissure grise causée par le champignon nécrotrophe Botrytis cinerea. Ce champignon cause des taches brunes concentriques typiques entourées d'un halo jaunâtre. À l'issue de l'expérience, nous avons constaté que les hydrolysats n'avaient pas d'effet significatif sur la sévérité de la moisissure grise exprimée en nombre moyen de symptômes par feuille. En conclusion de cette première partie, nous avons pu établir que notre méthode de criblage de fertilisants organiques pour l'induction de voies de réponse au stress chez Arabidopsis thaliana a permis d'identifier des hydrolysats de protéines de soya comme stimulateurs de défense. L'hydrolysat SPH 13 a stimulé directement les défenses chez Arabidopsis thaliana, indépendamment du microbiote. Les effets des hydrolysats peuvent varier d'une espèce à l'autre chez la tomate. C'est SPH 18 qui a stimulé l'expression de gènes de défense. Chez la tomate, l'application racinaire de SPH 18 a permis d'augmenter la résistance à la mouture bactérienne causée par une bactérie hémibiotrope. Chez la vigne, l'application d'un hydrolysat de protéines de soya a augmenté la résistance au mildiou causé par Plasmopara viticola, un champignon biotrophe. De plus, l'effet stimulateur des défenses des hydrolysats de
protéine de soya est probablement causée par un peptide riche en glycine. SPH 18 n'améliore pas la résistance à Botrytis cinerea, un champignon nécrotrophe. Étant donné qu'il améliore la résistance à une bactérie hémibiotrope, on peut conclure que SPH 18 agirait comme un stimulateur du sentier de l'acide salicylique et non de l'acide jasmonique. Enfin, tout cela suggère que les hydrolysats de protéines de soya pourraient fonctionner sur d'autres cultures ou contre d'autres pathogènes de la tomate sensibles à la voie de l'acide salicylique, comme Clavibacter michiganensis, qui est l'agent pathogène responsable du chancre bactérien. Dans la première partie de ma présentation, nous avons donc vu un exemple de traitement avec un effet direct sur les mécanismes de défense. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment les engrais organiques influencent le microbiote de la rhizosphère et comment cela va impacter le métabolisme de défense de la tomate. J'aimerais vous remercier pour votre attention. J'aimerais également remercier les partenaires de la chaire bio qui ont financé ces travaux de recherche. Je remercie également très chaleureusement mes collègues de laboratoire qui m'ont aidé à effectuer ces travaux. Je remercie aussi Martine Doré pour son soutien et le MAPAC pour cette merveilleuse opportunité de partager mes résultats. Donc, pour l'enregistrement, je vais faire défiler les références que j'ai citées dans ma présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir accès à ces articles. Un Merci grand beaucoup. merci. Merci, Adam. C'est super intéressant. Je suis à la période de questions. On peut directement lever les mains et y aller comme ça tout bonnement. Ou si vous préférez par clavardage, c'est possible aussi. Alors, c'est parti. Vous avez des bravos de Maxime, des Lille Hood, Adam. Et j'irai peut-être avec une question de mon côté. Je me demandais, y a-t-il des produits à base d'hydrolysate de protéines de soya qui sont commercialisés actuellement, Adam? C'est comme le Gaïa. Il y a des... Donc, j'ai pas voulu citer de nom pour pas Non, faire de j'imagine. la publicité, mais il y a la compagnie Easy Grow qui est basée en Ontario puis qui commercialise des hydrolysats qui sont homologués pour l'agriculture biologique. Donc, c'est D'accord. les hydrolysats qu'on a utilisés dans cet essai, donc le SPH 13 et le SPH 18. Mhm. OK. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Excellent. Puis est-ce que, en fonction des résultats là, que vous nous avez présentés, il y a déjà des recommandations en lien avec la rigidiculture ou la fertilisation qui seraient mis en place dans les entreprises horticoles ou c'est tôt encore? Je pense que c'est un peu tôt pour parler vraiment de recommandations, mais Oui. ça mériterait des tests supplémentaires en conditions de production, Oui. de serres de production. Et donc oui, l'application d'hydrolysa SPH 18 à 10 grammes par litre ou des concentrations similaires permet d'augmenter la résistance à des maladies comme Pseudomonas syringae. Donc bon, Pseudomonas syringae est surtout un problème au champ et cancer. Donc on pourrait imaginer de tester ce traitement contre une autre maladie comme le chancre bactérien. OK. Ben, c'est un peu ce que je me posais comme question, là, pourquoi que ça avait été la moucheture bactérienne là, qui avait été mise à l'essai, là, puisque c'était moins un enjeu dans les serres et par rapport à Clavibacter. Fait que ce que je comprends, C'est c'est purement que des contraintes techniques. C'est parce que OK. Pseudomonas syringae est plus facile à manipuler, puis aussi à confiner, c'est-à-dire à éviter les contaminations, et puis aussi moins problématique. Hein. On veut pas avoir de problème Ouais. avec nos collègues d'à côté, donc Ouais, une c'est ça. cohabitation harmonieuse. Donc, Mhm. c'est quand même un lien qu'on peut faire que si ça fonctionne pour, tu sais, en fait, ce qui a été démontré, c'est que la voie salicite, comment? Ouais, c'est ça. Merci. Est possible, là, elle serait probablement dans le clavibactère, mais c'est des essais qui vont pas se poursuivre. OK, C'est super. ça. Et nous entamons ici à l'université, nous avons prévu de faire des essais, entre autres avec la Vibacter michiganensis. Nous avons déjà fait les premiers tests et nous allons poursuivre dans cette
Mais c'est ça, c'est une maladie aussi qui est difficile mettons, à obtenir une infection similaire d'un essai à un autre, car les conditions environnementales ont un très fort impact sur le développement de la maladie. Mhm. Euh, Est-ce que certains osent lever la main? Je vois pas de main levée, mais n'hésitez pas, c'est le temps. On a encore 5 minutes. Euh, vous avez un est-ce qu'il y a un spécialiste là, qui peut. espoir? Oui, alors est-ce que Guillaume ou c'est moi qui active? Attendez, je vérifie ça. OK. On vous entend. Bonjour, moi je voulais vérifier, là, vous aviez parlé du tourteau de soya. C'est le même tourteau que j'utilise dans mon alimentation animale, ça? Euh, oui, je penserais que oui. Euh, Dans Ça le serait à fond, est-ce vérifier, que... justement. Oui, ça serait à vérifier. Mais oui, le tourteau de soya est aussi utilisé comme source de protéines en alimentation animale. Donc, il se peut très bien que ce soit aussi du même produit dont il s'agit. Puis moi, exemple, là, il est à 48% de protéines. Est-ce que c'est automatique? Ben, on traduit ça par 48% d'azote? Non. Non, 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 non. Parce que les protéines ne sont pas purement constituées d'azote, elles contiennent d'azote, mais c'est ça, ça se traduit pas comme ça un à un. Et il faut aussi compter que cet azote doit être rendu disponible pour la plante, donc il y a des étapes de décomposition et de minéralisation qui vont faire que cet azote va être libéré progressivement. Donc, il faut que je fasse analyser pour ça. C'est ça exactement. Merci. De rien? Merci. Une autre personne ou dans le clavardage, je regarde à nouveau. Ah, voilà le questionnaire. Ben, je serais peut-être rendue au mot de la fin. N'hésitez pas à me couper si jamais une question ou le courage vous revient. Donc, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire séricole. D'autres webinaires spécifiques aux cultures séricoles vous seront présentés cet automne. Ben, dans le clavardage, mon collègue vient de déposer le lien vers le questionnaire de satisfaction qui, je le répète, nous permettra d'améliorer la formule et de choisir adéquatement les prochains sujets. Nous vous invitons à le remplir dès maintenant et cliquer sur le lien pour conserver la page et le remplir s'il faut dans les prochaines heures, puisque lorsque nous allons fermer l'enregistrement et le webinaire, là, vous aurez plus accès. Donc, nous remercions chaudement notre conférencier Adam Marada. Merci À vous. énormément. Merci aux membres du comité organisateur, Guillaume, d'avoir été là aujourd'hui avec moi, Geneviève Legault, Philippe-Antoine Taillon et Julie Saint-Hilaire. Grand bravo, là, Adam. Merci Merci beaucoup. à tous. Bonne fin de journée.